Imaginez un instant que votre propre corps, votre chair, ne soit plus vu comme une entité vivante, Oui, mais comme un gisement de données à exploiter. un gisement, carrément. Oui, une matière première, presque une ressource minière pour l'intelligence artificielle. C'est une idée assez vertigineuse, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, et c'est une idée qu'on explore à travers un texte assez percutant du linguiste et sociologue Pierre Fraser. D'accord. Ça s'appelle «L'IA et l'absorption du vivant». C'est publié dans la revue Les Cahiers du réel et il faut tout de suite préciser, ce n'est pas une description neutre. Ah non, c'est une perspective critique. C'est résolument critique. Pour lui, l'IA, ce n'est pas juste un outil qui nous aide, c'est le moteur d'un processus qu'il nomme l'absorption du vivant. C'est un mot très très fort. L'absorption, oui, ça suggère qu'on est en train d'être en quelque sorte digéré par la technique. C'est ça. Notre mission, du coup, c'est de décortiquer cette thèse, de vraiment comprendre ce que Fraser entend par cette absorption et de suivre un peu le chemin qu'il dessine. Un chemin qui, selon lui, commence à un niveau très intime, celui de notre métabolisme, et qui va jusqu'à redéfinir la société. Alors, par où ça commence? Concrètement, c'est quoi le point de départ de ce processus? Le point de départ, selon Fraser, c'est un phénomène qu'on connaît tous plus ou moins, la quantification de soi. Les montres connectées, les applis. Exactement. Les applications qui suivent notre sommeil, non pas nos calories, mais là où on voit souvent un gadget ou une aide au bien-être, lui, il y voit la toute première étape d'une transformation bien plus profonde. D'accord. C'est le moment où la chair, le corps vivant, commence à être traduit, converti en pur signal, en information numérique. C'est vrai que on a tous un peu vécu ce moment absurde où notre montre nous dit qu'on a bien dormi alors qu'on se sent complètement épuisé. Ah oui, ouais. On se demande à qui faire confiance, non? À son propre ressenti ou à la machine? C'est exactement ce décalage qui intéresse Fraser. Et il montre que ce n'est plus anecdotique. Ça devient en fait le fondement d'un nouveau paradigme médical qu'il associe à la médecine 4P. Ah, les fameux 4P. Personnalisation, participation, prévention et prédiction. Sur le papier, ça a l'air génial. Bien sûr. Et qui refuserait ça? Personne. Mais Fraser nous invite à regarder derrière cette promesse. Ce qu'il met en lumière, c'est le changement radical que ça implique. C'est-à-dire? Dans ce nouveau modèle, la santé ne se définit plus par le ressenti d'une personne, par ses symptômes, sa douleur, elle se définit, et là je le cite, par la fluidité d'un flux d'informations ininterrompu. Waouh. Donc notre état de santé, ce n'est plus ce qu'on ressent, c'est ce que disent nos données. Voilà. Le corps est ramené à ce que Fraser appelle un niveau zéro, Le niveau de la donnée brute. celui de la donnée brute, mesurable et qu'on suppose objective. Attendez, ça me fait penser à des technologies comme la nutrigénomique, où on analyse notre ADN pour nous dire quoi manger. On nous vend ça comme le summum du contrôle, une reprise de pouvoir sur notre biologie. Oui, Mais si je suis votre logique, Fraser dirait que c'est une illusion. c'est exactement son argument. Pour lui, c'est un paradoxe. On croit gagner en souveraineté, mais en réalité, on opère ce qu'il appelle une mutation profonde. Une mutation. Oui, l'individu cesse d'être un sujet souffrant, c'est-à-dire quelqu'un qui vit une expérience singulière de la maladie, avec son histoire, pour devenir une simple source de données. Donc on ne vient plus nourrir une relation avec un médecin, on vient nourrir un algorithme. On vient nourrir un système d'IA. On ne consulte plus, on stream nos données biologiques en continu. La vérité sur notre corps ne nous appartiendrait plus, elle serait dans l'interprétation de l'algorithme. C'est ça? L'absorption, à ce stade, est déjà totale. L'expérience vécue est disqualifiée. Et la conséquence, elle est énorme, hein. Le corps n'est plus un lieu d'expérience, il devient un objet de gestion statistique. Notre identité unique, elle s'efface. Elle s'efface derrière une identité numérique, prédictible, optimisable. La conclusion de Fraser est sans appel, hein. Ce n'est plus l'homme qui habite son corps, mais le système technique qui l'administre. Il parle même de colonisation de l'intime. Oui, le mot est très fort. C'est extrêmement fort. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Après tout, si un algorithme peut prévenir un cancer, beaucoup de gens trouveraient que l'échange est plutôt avantageux. Il ne le nie absolument pas. C'est là que son analyse est fine. Il ne dit pas que c'est inefficace. Au contraire, il dit que le bénéfice immédiat, la santé optimisée, masque une transformation plus fondamentale. Le pacte implicite. Exactement. On accepte de devenir transparent pour la machine en échange d'une promesse de sécurité. C'est ça qu'il veut révéler. D'accord.
Donc, le système a absorbé les données du corps, mais une montagne de données, ça ne suffit pas. C'est quoi la prochaine cible logique pour l'IA, selon Fraser? J'imagine que c'est le médecin lui-même. C'est la suite logique, oui. La deuxième grande étape, la désintermédiation de la médecine. L'objectif là, c'est d'éliminer ce que l'auteur appelle l'aléa humain. L'intuition, le jugement. L'intuition d'un clinicien, ses doutes. Tout ça, du point de vue du système, c'est une source d'erreur potentielle. Une variable imprévisible. Voilà, donc on cherche à remplacer le médecin par des interfaces techniques, des algos de diagnostic. Et j'imagine qu'on nous présente ça comme une autonomisation du patient, qui gère tout depuis son smartphone. Évidemment. Mais pour Fraser, cette prétendue autonomie, c'est en fait l'intégration définitive du biologique dans la technique. On est directement branché sur le système. Et les avancées médicales spectaculaires dans tout ça, Fraser en parle? Oui, et c'est très intéressant. Pour lui, elle joue un rôle bien précis. Il utilise une métaphore puissante. Il parle d'écran de fumée. Un écran fumé, exactement. Et il ne dit pas que ses succès sont faux. Au contraire, il les prend très au sérieux. Les thérapies géniques, les nanotransporteurs qui livrent des médicaments dans le cerveau, ce sont des prouesses. Indéniable, oui. Or, notre biologie de chair et de sang est finalement une limite, obsolète, C'est tout à fait ça. un brouillon un peu raté de la nature qu'il faut corriger, absorber et dépasser. C'est ça. Pour Fraser, à chaque fois qu'on lit un article spectaculaire sur une nouvelle thérapie, on regarde la main droite du magicien. Pendant ce temps, sa main gauche débranche notre rapport traditionnel au corps et aux soins. Et cette logique, poussée à son extrême, elle mène où? Elle mène inévitablement à la cible ultime, le cerveau. Là, on parle des projets comme Neuralink, les interfaces cerveau-machine. Oui. Le cerveau ne serait plus un sanctuaire, mais la prochaine frontière à conquérir. Hmm, C'est l'étape finale de cette phase, l'absorption de l'organe de la pensée lui-même. Et là, les conséquences philosophiques, elles sont vertigineuses. elles le sont. Parce que derrière la promesse d'autonomie, je vais contrôler mes appareils par la pensée, Mhm. se cacherait ce que Fraser nomme une hétéronomie radicale. Hétéronomie radicale, il faut qu'on décortique ça. Hétéronomie, c'est être gouverné par une loi extérieure. Donc c'est comme si mon GPS, au lieu de me suggérer un itinéraire, finissait par décider de ma destination. C'est une excellente analogie. Parce qu'il juge que c'est optimal pour le trafic, sans même que je m'en rende compte. C'est ça, appliquez maintenant ce principe non pas à un trajet en voiture, mais à vos désirs, vos émotions, vos décisions. Ah oui. Fraser soutient que si nos pensées sont médiées par une interface technique, notre volonté ne nous appartient plus vraiment. Elle est filtrée, interprétée et potentiellement orientée par une autorité technique invisible. Mais encore une fois, on peut se poser la question, non? Si une neuroprothèse peut guérir la maladie d'Alzheimer ou une dépression profonde, est-ce que ça ne vaut pas le coup? C'est la question centrale. Et c'est ce qui rend cette annexion si efficace selon Fraser. Elle avance masquée, sous le couvert de la nécessité vitale. Comment contester une technologie qui promet de soigner? C'est presque impossible. La contestation devient inaudible, voire immorale. En absorbant l'organe de la pensée, la technique ne fait pas que nous augmenter. Elle redéfinit ce que signifie être un sujet conscient pour l'aligner sur les besoins du système. Si on peut absorber la pensée elle-même, quelle est la dernière frontière? J'ai l'impression qu'on arrive au bout de sa thèse, là où il ne s'agit plus seulement de santé, mais du sens de la vie. Oui, et il prend pour ça l'exemple de l'ambition, très présente dans la Silicon Valley, de vaincre la mort. D'étendre la vie au-delà de 150 ans? Voire plus. Pour Fraser, ce n'est pas qu'une prouesse technique, c'est une absorption du sens. En traitant la mort comme une simple erreur de code à corriger, on fait s'effondrer d'un coup toute la dimension sociale, culturelle, sacrée de la finitude. Tout ce qui a structuré nos civilisations. Nos rites, notre art, nos religions, tout est soudain vidé que sa substance. Et cette quête d'immortalité serait le prélude à la fameuse singularité technologique. On entend beaucoup ce terme, mais dans le contexte de Fraser, ça veut dire quoi exact? Sa définition est très précise. Pour lui, la singularité, ce n'est pas la réparation de l'humain, c'est sa transmutation en un composant de la machine. Un composant. L'absorption du corps, au début, n'était que la première étape. Le but ultime, c'est la dissolution de l'individu dans un nouvel ordre social. La dissolution de l'individu, c'est fascinant, c'est comme s'il décrivait un processus d'évaporation. Notre réalité biologique, subjective, s'évapore pour devenir un nuage de données, un cloud. C'est une image très juste.
L'individu ne disparaît pas brutalement, il change d'état. Et dans cette vision, la conscience individuelle n'a plus de valeur en soi. Elle n'est plus qu'un rouage à optimiser. Et on atteint l'étape ultime, Fraser, une société entièrement automatisée. C'est le moment, écrit Fraser, où le système n'a même plus besoin de nos vieilles institutions. La politique, la justice. Parce qu'il a directement intégré l'individu dans son architecture. C'est logique. Si le système peut anticiper les comportements au niveau neuronal, à quoi bon avoir des lois? Exactement. Il n'y a plus de médiation. En s'attaquant à la mort, la technique absorbe le dernier rempart. Et le résultat, pour Fraser, ce n'est pas une humanité augmentée, c'est une société automatisée. Et le lien social, dans cette société? Il disparaît. Il est remplacé par ce que Fraser appelle une interconnexion fonctionnelle. C'est-à-dire, On est connecté plus que jamais, mais pour des raisons purement utilitaires, optimisées. Pensez à une flotte de voitures autonomes. Elles communiquent, c'est efficace, mais il n'y a pas de relation. c'est une connexion vidée de son humanité, en fait, Vidée de sa dimension tragique, héroïque, de sa gratuité. de son imprévisibilité. Donc, si on essaye de prendre un peu de recul sur tout ce parcours, ce qui est vraiment frappant chez Fraser, c'est sa capacité à relier des points qui nous semblent souvent séparés. Absolument. La montre à notre poignet, la médecine prédictive, les neuroprothèses, pour lui, tout ça fait partie du même mouvement. Il ne voit pas ça comme des phénomènes isolés, mais comme la trame d'une onde sismique, les différentes manifestations d'une même dynamique de fond qui mène à une mutation radicale de la société. Et le moteur de tout ça, si on devait le résumer, ce serait ce refus obsessionnel de l'imprévu, Oui, de l'erreur, ce que Fraser nomme l'aléa humain. c'est le cœur de son argument. Si l'IA métabolise notre biologie, c'est pour asseoir sa propre autonomie. Et cette autonomie technique, par définition, ne peut pas tolérer le désordre, l'imperfection, bref, tout ce qui fait de nous des humains. C'est pour ça qu'il dit que comprendre cette trajectoire, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour quiconque refuse de devenir un simple rouage passif de cette grande machine. L'analyse de Pierre Fraser se termine sur cette affirmation qui est très forte. Sous couvert de nous réparer, la technique s'apprêterait en réalité à nous remplacer. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve. Oui. Si le corps, la conscience et même la mort deviennent de simples défis d'ingénierie à optimiser, quelle place reste-t-il pour ce qui constitue peut-être le cœur de l'expérience humaine? L'imprévu, la singularité et la finitude elle-même.